Agatha Christie. Le club du mardi. Le géranium bleu. Lorsque je séjournais ici l'an dernier, commença Sir Henry Clittering, et il s'arrêta. Son hôtesse, Mrs. Bantry, le fixa d'un œil intrigué. L'ex-superintendant de Scotland Yard résidait chez deux vieux amis à lui, le colonel Bantry et son épouse, lesquels vivaient non loin de St. Mary Maid. Mrs. Bantry, plume en main, venait de lui demander qui, à son avis, elle devrait inviter pour faire le 6e ce soir. « Oui, dit Mrs. Bantry sur un ton encourageant, quand vous étiez ici l'année dernière. »« Dites-moi, reprit Sir Henry, connaissez-vous une certaine Miss Marple ?» Mrs. Bantry fut très étonnée. Elle s'attendait à tout, sauf à ça. « Miss Marple ? Qui ne la connaît pas ? La vieille fille typique qu'on trouve dans les romans. Adorable, mais désespérément vieux jeu. Voulez-vous dire que vous voudriez que je l'invite, elle, à dîner ? Cela vous surprend ? Un peu, je l'avoue. Du diable si j'aurais cru que vous... Mais vous avez sans doute une bonne raison pour ça. Une raison très simple. Lorsque je séjournais ici, l'an dernier, nous avions pris l'habitude de discuter de mystères non éclaircis. Nous étions 5 ou 6. C'était Joyce Lamprière qui avait lancé cette idée. Chacun à son tour racontait une histoire dont il était le seul à connaître la réponse. Il s'agissait d'exercer nos capacités de déduction et de voir qui approcherait de plus près la vérité. Eh bien, nous n'avions même pas pensé que Miss Marple pourrait vouloir participer à ce jeu. Néanmoins, nous nous montrâmes très polis, nous ne voulions pas la froisser. Et maintenant vient le sel de l'histoire. La vieille demoiselle nous a battus à chaque fois. Comment ? Je vous assure. Elle allait droit sur la vérité, comme le pigeon rentre au nid. C'est extraordinaire, cette chère vieille Miss Marple, qui n'est quasiment jamais sortie de St. Mary Maid. Oui, mais à l'en croire, on y trouve d'innombrables occasions d'observer la nature humaine au microscope, en quelque sorte. C'est bien possible. On apprend à connaître la mesquinerie des gens, mais je ne crois pas qu'il y ait parmi nous des criminels bien excitants. Enfin, après dîner, nous pourrions essayer sur elle l'histoire d'Arthur et de ses fantômes. Je lui serais très reconnaissante si elle lui trouvait une solution. Je ne savais pas qu'Arthur croyait aux fantômes. Oh, mais il n'y croit pas. C'est pourquoi cette histoire le tracasse. C'est arrivé à un de ses amis, George Pritchard, un personnage tout à fait prosaïque. C'est vraiment tragique pour ce pauvre George. Ou cette histoire est vraie, ou alors quoi ? Mrs. Bantry ne répondit pas. Un instant plus tard, elle reprit hors de propos. Non, j'aime beaucoup George, vous savez, tout le monde l'aime, on a du mal à croire... Mais les gens font parfois des choses si extraordinaires. Sir Henry hocha la tête. Il savait encore mieux que Mrs. Bantry de quelles choses extraordinaires les gens étaient capables. C'est ainsi que le soir même, Mrs. Bantry, regardant les invités assis à table autour d'elle, en frissonnant un peu, car la salle à manger, comme la plupart des salles à manger anglaises, était glaciale, posa les yeux sur la vieille demoiselle assise, très droite, à côté de son mari. Miss Marple portait des mitaines de dentelle noire, un vieux fichu de dentelle sur les épaules et un autre morceau de dentelle sur ses cheveux blancs. Très animée, elle parlait avec le vieux docteur Lloyd de l'hospice et des défauts supposés des infirmières de la région. Mrs. Bantry fut de nouveau frappée d'étonnement. Elle se demanda même si Sir Henry n'avait pas voulu lui faire une farce. Mais pour quelle raison ? Si ce qu'il avait dit était vrai, c'était incroyable. Elle jeta un regard affectueux sur le visage rougeau et les larges épaules de son mari qui parlait chevaux à Jeanne Hélier, la belle et célèbre actrice. Plus belle encore, si c'était possible, que sur les planches. Jeanne ouvrait d'immenses yeux bleus en soufflant de temps à autre. Vraiment ? Pas possible, incroyable. Elle ne connaissait rien aux chevaux et s'en souciait comme d'une guigne. « Arthur !» intervint Mrs. Bantry. « Vous ennuyez à mort cette pauvre Jane. Laissez tomber vos chevaux et racontez-lui plutôt votre histoire de fantôme. Vous savez, George Pritchard. Dolly, je ne sais pas si... Sir Henry aussi désire l'entendre. Je lui en ai touché 2 mots ce matin. Il serait intéressant de savoir ce que chacun en pense. »« Oh oui !» dit Jane. « J'adore les histoires de fantômes. »
Ma foi, commença le colonel Bantry hésitant, je n'ai jamais cru au surnaturel, mais là... Aucun de vous ne connaît sans doute George Pritchard. C'est un type formidable. Sa femme, ma foi, elle est morte à présent, la malheureuse. Je dirais seulement que de son vivant, elle n'a pas facilité l'existence de George. Elle faisait partie de ces demi-invalides. J'imagine qu'elle avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, mais elle en jouait à plaisir. Capricieuse, exigeante, déraisonnable, elle se plaignait du matin au soir. Georges devait obéir au doigt et à l'œil, mais ce qu'il faisait n'était jamais bien et il ne récoltait que des injures. N'importe qui à sa place lui aurait fendu le crâne depuis longtemps à coups de hache. N'est-ce pas, Dolly? C'était une femme terrifiante, confirma Mrs. Bantry. Si George Pritchard l'avait tué à coups de hache, il aurait été triomphalement acquitté, à supposer qu'il n'y ait pas de femme dans le jury. Je ne sais pas très bien comment cette histoire a commencé. George est resté plutôt vague à ce sujet. J'imagine que Mrs. Pritchard avait toujours eu un faible pour les voyantes, les diseuses de bonne aventure et autres extralucides. George n'y voyait pas d'inconvénient. Si elle y trouvait du plaisir, c'était bel et bon. Mais il refusait de partager son enthousiasme, ce qui était pour elle un grief supplémentaire. Comme au bout de quelques semaines leur service ne satisfaisait plus Mrs. Pritchard, c'était chez eux un perpétuel défilé d'infirmières. Pendant un temps, Mrs. Pritchard s'était entichée de l'une d'elles, une passionnée de spiritisme, puis soudain elle s'était fâchée contre elle et l'avait renvoyée. Elle en avait choisi une autre, plus âgée, plus expérimentée, et qui savait manier avec tact les patients névrosés. D'après George, cette Miss Coupling opposait une totale indifférence aux fureurs et aux crises de nerfs de Mrs. Pritchard. Mrs. Pritchard déjeunait toujours dans sa chambre, tandis que George et l'infirmière mettaient au point le programme de l'après-midi. En principe, l'infirmière sortait de 2 à 4. Mais par obligeance, elle prenait parfois ses heures après le thé, si George désirait disposer de son après-midi. Un beau jour, elle annonça qu'elle allait voir sa sœur à Golders Green, et qu'en conséquence, elle rentrerait peut-être un peu tard. George ne put masquer sa déconvenue, il comptait faire une partie de golf, mais Miss Coupling le rassura aussitôt. « Nous ne manquerons ni l'un ni l'autre à Mrs. Pritchard, dit-elle, une lueur dans l'œil. Mrs. Pritchard attend de la compagnie plus divertissante que la nôtre. »« Qui ça ?»« Un instant, fit Miss Coupling, l'air encore plus brillant. Il ne faut pas que je me trompe. Zarida, médium, lit dans l'avenir. » Seigneur, grommela George. C'en est une nouvelle, n'est-ce pas? Toute nouvelle. Envoyée, je crois, par celle qui m'a précédé, Miss Carster. Mrs. Pritchard ne l'a pas encore vue, elle avait demandé de lui écrire et de lui donner rendez-vous pour cet après-midi. Enfin, j'aurai au moins ma partie de golf, dit George, qui partit plein de sentiments les plus amicaux pour Zarida, lectrice du futur. En rentrant, il trouva Mrs. Pritchard dans un état d'agitation extrême. Elle était comme toujours sur son lit d'invalide, un flacon de sel à la main qu'elle respirait à intervalles réguliers. « George !» s'exclama-t-elle. « Qu'est-ce que je vous disais à propos de cette maison? Dès l'instant où j'y ai mis les pieds, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je ne vous l'ai pas dit à l'époque ?» Refoulant une envie de lui répliquer comme toujours, George murmura « Non, je ne peux pas dire que je m'en souvienne. »« Vous ne vous souvenez jamais de rien de ce qui me concerne. Les hommes sont extraordinairement insensibles, mais vous êtes encore plus insensible que les autres. Allons, Mary, ma chérie, vous êtes injuste. Eh bien, comme je vous le disais, cette femme l'a su aussitôt. En passant la porte, elle a littéralement blêmi, si vous voyez ce que je veux dire, et elle a déclaré « Le mal rôde ici, le mal et le danger, je le sens. » George commit l'imprudence de rire. « Ma foi, vous en aurez eu pour votre argent cet après-midi. » Sa femme ferma les yeux et inhala longuement ses sels. « Comme vous me haïssez. Si j'étais en train de mourir, vous ririez et vous moqueriez encore de moi. » George protesta et au bout d'un moment, elle poursuivit. « Vous pouvez rire, mais je vous dirai tout. Cette maison est dangereuse pour moi. C'est ce que cette femme pense. » Les sentiments amicaux que George
éprouvait jusque-là pour Zarida changèrent du tout au tout. Sa femme était parfaitement capable de vouloir déménager à tout prix si le caprice l'en prenait. Que vous a-t-il dit d'autre? Pas grand-chose. Elle était trop bouleversée. Si, une chose encore. J'avais des violettes dans un verre. Elle les a montrées du doigt en criant « Enlevez-les, pas de fleurs bleues. Jamais de fleurs bleues, les fleurs bleues vous sont fatales. Ne l'oubliez pas. » Et vous savez, ajouta Mrs. Pritchard, je vous l'ai assez dit, que j'ai toujours eu le bleu en horreur. Il me donne une espèce de sentiment instinctif de danger. George était trop avisé pour lui faire remarquer qu'il ne l'avait jamais entendu dire quoi que ce soit de pareil jusque-là. À la place, il lui demanda à quoi ressemblait la mystérieuse Zarida. Mrs. Pritchard se mit à en faire le portrait avec délectation. Des cheveux noirs avec des macarons sur les oreilles, des yeux mi-clos avec de grands cernes autour, la bouche et le menton dissimulés par un voile noir. Une femme chantante avec un fort accent étranger, espagnol, me semble-t-il. Tout le tremblement, quoi, commenta George, joyeusement. Aussitôt, sa femme referma les yeux. Je me sens très mal. Sonnez l'infirmière. Comme vous ne le savez que trop, la méchanceté me bouleverse. 2 jours après, Miss Copling, soucieuse, vint trouver George. Voulez-vous venir voir Mrs. Pritchard, je vous prie? Elle vient de recevoir une lettre qui l'a beaucoup agitée. Il trouva sa femme la lettre à la main. Elle la lui tendit. Lisez. La lettre était rédigée d'une large écriture, à l'encre noire, sur un papier violemment parfumé. J'ai percé l'avenir. Soyez avertis, avant qu'il ne soit trop tard. Prenez garde à la pleine lune. La prime-vert bleue signifie attention. La rose trémière bleue signifie danger. Le géranium bleu, la mort. George allait pouffer de rire quand il croisa les regards de Miss Copling. Elle lui adressa un petit signe de prudence. « Cette femme essaie probablement de vous effrayer, Marie. D'ailleurs, il n'existe ni prime-vert bleu, ni géranium bleu. » Mais Miss Pritchard se mit à pleurer en disant que ses jours étaient comptés. L'infirmière quitta la pièce avec George. Quel tissu d'absurdité! Peut-être bien. Frappé par le ton de l'infirmière, il la regarda avec étonnement. « Vous ne croyez tout de même pas? »« Non, non, monsieur Pritchard. Je ne crois pas à ceux qui lisent dans l'avenir, c'est absurde. Mais ce qui m'intrigue, c'est le sens de tout ça. D'ordinaire, les diseuses de bonne aventure cherchent à obtenir quelque chose, mais cette personne semble vouloir effrayer Mrs. Pritchard sans aucun avantage pour elle-même. Je n'en vois pas la raison. Et puis, il y a autre chose. »« Oui ?» Mrs. Pritchard dit que cette Zarida lui a paru familière. Eh bien, je n'aime pas ça, monsieur Pritchard. Je ne vous savais pas superstitieuse, Miss Copling. Je ne suis pas superstitieuse. Je sais voir s'il y a du louche. 4 jours après survint le premier incident. Mais pour vous l'expliquer, je dois d'abord vous décrire la chambre de Mrs. Pritchard. « Laissez-moi faire ça !» intervint Mrs. Bantry. Elle était tapissée d'un de ces nouveaux papiers peints imprimés de massifs de fleurs qui forment une espèce de bordure de plantes herbacées. Cela donne l'impression d'être dans un jardin, bien que les fleurs soient évidemment toutes fausses. Je veux dire qu'elles ne peuvent pas fleurir toutes au même moment. Ne vous laissez pas emporter par votre amour pour l'horticulture, Dolly. Nous savons tous que vous êtes une jardinière passionnée. Mais c'est absurde de mettre ensemble des jacinthes, des jonquilles, des lupins, des roses trémières et des pâquerettes. Bien peu scientifique, convint Sir Henry. Mais revenons à notre histoire. Eh bien, parmi ces fleurs, il y avait des primes-verts, des massifs de primes-verts roses et jaunes et... Oh, Arthur, allez-y, c'est votre histoire. Le colonel Bantry poursuivit son récit. Un matin, Mrs. Pritchard se mit à sonner violemment. Toute la maisonnée arriva en courant, pensant qu'elle était au plus mal. Il n'en était rien. Surexcitée, elle pointait le doigt sur le papier peint. Sans aucun doute, on voyait là une prime-vert bleue au milieu des autres. « Oh !» s'écria Miss Elliot. « C'est terrifiant !» La question était la suivante. Cette prime-vert bleue avait-elle toujours été là? C'était ce que suggéraient George et l'infirmière. Mais Mrs. Pritchard ne voulait rien entendre. Elle ne l'avait jamais remarqué jusqu'à ce matin-là, et elle venait après une nuit de pleine lune. Elle en était bouleversée.
Le jour même, je croisais George Pritchard, qui me raconta l'histoire, précisa Mrs. Bantry. J'allai voir Mrs. Pritchard et fis de mon mieux pour tourner la chose en ridicule, mais sans succès. Je rentrais réellement inquiète quand je rencontrai Joan Instow, à qui je confiai toute l'affaire. Joan est une drôle de fille. Elle est vraiment si bouleversée que ça, me demanda-t-elle. Je lui répondis qu'elle était à ce point superstitieuse qu'elle était capable de mourir de frayeur. Je me rappelle que Joan me stupéfia par ce qu'elle me dit ensuite. Elle me dit, ma foi, c'est ce qui pourrait lui arriver de mieux, non? D'une voix si posée, si froide que j'en fus... Eh bien, oui, choqué. Bien sûr, je sais que cela se fait aujourd'hui. On s'exprime avec franchise et brutalité, mais je ne m'y ferai jamais. Cela ne vous plaît pas de m'entendre parler ainsi, poursuivit Joan avec un curieux sourire. Mais c'est la vérité. À quoi lui sert la vie? À rien. Et pour George Pritchard, c'est l'enfer. Que sa femme meure de peur, c'est ce qui pourrait lui arriver de mieux. George a toujours été très bon pour elle, lui fis-je remarquer, et elle me répondit « Oui, il mérite une récompense, le pauvre cher homme. Il est très séduisant, George Pritchard. » C'était l'avis de la précédente infirmière, la jolie. Comment s'appelait-elle déjà? Miss Carstairs. C'est ce qui a causé la brouille entre elle et Mrs. P. Cela ne me plut pas d'entendre Joan dire ça. Bien sûr, on s'était bien demandé... Arrivée là, Mrs. Bantry marqua une pause significative. « Oui, ma chère, » remarqua d'une voix placide Miss Marple, « c'est toujours le cas. Est-ce que Miss Instow est jolie? J'imagine qu'elle joue au golf? » « Oui, elle est très sportive. Jolie, séduisante, avec un teint superbe, des cheveux blonds et de beaux yeux bleus au regard serein. D'ailleurs, nous avons toujours pensé qu'elle et George Pritchard, si les circonstances avaient été différentes, bien entendu, étaient faits l'un pour l'autre. »« Et ils étaient amis ?» demanda Miss Marple. « Ah oui, grands amis. »« Voudriez-vous, Dolly, me laisser poursuivre ?» fit plaintivement le colonel. Arthur brûle d'en revenir à ses chers fantômes, fit Mrs. Bantry résignée. Je tiens la suite de l'histoire de George lui-même. Bien entendu, Mrs. Pritchard ne vit pas arriver sans terreur la fin du mois. Elle avait coché sur son calendrier le jour de la nouvelle lune, et ce soir-là, elle avait fait venir dans sa chambre l'infirmière, puis George, pour qu'ils examinent attentivement le papier peint. On y voyait des roses trémières roses, d'autres rouges, mais aucune n'était bleue. Et lorsque George quitta sa chambre, Mrs. Pritchard s'enferma à double tour. « Et au matin, il y en avait une grande bleue !» s'exclama gaiement Miss Elliot. Tout juste, ou presque. L'une des roses trémières, juste au-dessus de sa tête, avait viré au bleu. George en fut stupéfait. Mais bien sûr, plus il était stupéfait, plus il refusait de prendre la chose au sérieux. Il prétendait que tout cela n'était qu'une plaisanterie. Il ne tenait pas compte du fait que la porte était fermée à clé et que Mrs. Pritchard avait découvert la transformation avant que quiconque, même Miss Copling, soit entré. George était stupéfait et cela lui fit perdre son bon sens. Sa femme voulait quitter la maison, il s'y refusa. Pour la première fois de son existence, il était à deux doigts de croire au surnaturel, mais il n'était pas prêt d'en convenir. Il cédait toujours devant sa femme, mais cette fois, il tint bon. Toute l'histoire lui paraissait un tissu d'absurdité. Un mois s'écoula. Mrs. Pritchard protesta moins qu'on n'aurait pu l'imaginer. Je pense qu'elle était assez superstitieuse pour croire échapper à sa destinée. La primevère bleue, attention. La rose trémière bleue, danger. Le géranium bleu, la mort, répétait-elle inlassablement. Et elle ne quittait plus des yeux le bouquet de géranium rose qui était le plus près de son lit. Cette histoire éprouvait les nerfs de tous. Même l'infirmière fut contaminée. 2 jours avant la pleine lune, elle vint implorer George d'emmener Mrs. Pritchard loin de la maison. George se fâcha. Même si toutes les fleurs de ce fichu mur se transformaient en diables bleus, personne n'en mourrait pour l'instant, cria-t-il. Détrompez-vous. On a déjà vu des gens qu'un choc a tués. Ridicule. George a toujours eu une tête de cochon. On ne peut pas le faire changer d'idée.
Je le soupçonne d'avoir été intimement persuadé que sa femme opérait ces changements elle-même, que cela correspondait de sa part à un plan maladif et hystérique. La nuit fatidique arriva enfin. Comme l'autre fois, Mrs. Pritchard verrouilla sa porte. Elle était très calme, presque dans un état second. Inquiète, l'infirmière lui proposa un stimulant, une piqûre de strychnine. Mais Mrs. Pritchard refusa. En un sens, je crois qu'elle prenait plaisir à la faire. C'était l'avis de George, du moins. « C'est bien possible, » dit Mrs. Bantry. « Tout cela devait avoir quelque chose de fascinant. » Le lendemain matin, il n'y eut pas de violents coups de sonnette. Mrs. Pritchard avait coutume de se réveiller vers 8 heures. Comme elle ne s'était toujours pas manifestée à 8h30, l'infirmière alla frapper à sa porte. N'obtenant pas de réponse, elle alla chercher George. Elle insista pour qu'il force la porte, ce qui fut fait à l'aide d'un ciseau à froid. Un simple coup d'œil sur le corps immobile sur le lit suffit à Miss Coupling. Elle envoya George téléphoner au docteur, mais il était trop tard. D'après lui, Mrs. Pritchard était morte depuis 8 heures au moins. Son flacon de sel reposait sur le lit, à côté de sa main, et, sur le mur, près d'elle, l'un des géraniums roses avait viré au bleu. « Atroce !» fit Miss Elliot en frissonnant. « Pas d'autres détails ?» demanda Sir Henry, les sourcils froncés. Le colonel Bantry secoua la tête, mais ajouta vivement « Le gaz !»« Comment ça, le gaz ?» En arrivant, le médecin avait décelé une légère odeur de gaz. Et il trouva effectivement le radiateur à gaz devant la cheminée légèrement ouvert, mais si légèrement que cela ne pouvait pas avoir eu de conséquences. M. Pritchard et l'infirmière n'avaient rien senti en pénétrant la pièce. L'infirmière avait remarqué une vague odeur. George dit qu'il n'avait pas senti le gaz, mais qu'il avait eu une impression de malaise. Il avait mis cela sur le compte du choc, ce qui était probablement le cas. Quoi qu'il en soit, il n'a pas été question d'empoisonnement par le gaz. L'odeur était à peine perceptible. Et c'est la fin de l'histoire ? Non. Dans un sens ou dans l'autre, on a commencé à jaser. Voyez-vous, les domestiques avaient entendu des choses. Par exemple, ils avaient entendu Mrs. Pritchard dire à son mari qu'il la détestait, qu'il rirait s'il la voyait mourir. Et des propos plus récents. Ainsi, comme il refusait de déménager, elle lui avait dit un jour « Parfait, j'espère qu'une fois que je serai morte, chacun comprendra que vous m'avez tué. » Et par malchance, la veille de sa mort, on l'avait aperçu en train de préparer un herbicide pour les allées du jardin. Le domestique qui l'avait remarqué l'avait vu ensuite apporter un verre de lait chaud à sa femme. Les bavardages se propagèrent et s'amplifièrent. Le médecin avait délivré un certificat, je n'en connais pas exactement la teneur, choc, syncope, arrêt du cœur, probablement un terme médical qui ne signifiait pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, la pauvre femme n'était pas depuis 1 mois dans sa tombe qu'on demandait et obtenait son exhumation. Et si je m'en souviens bien, l'autopsie ne donna aucun résultat, intervint gravement Sir Henry. Bref, de la fumée sans feu. Cette affaire est vraiment très étrange, dit Mrs. Bantry. Cette diseuse de bonne aventure, par exemple, la fameuse Zarida, à l'adresse qu'elle avait donnée, personne ne la connaissait. Elle est tombée du ciel un jour, dit son mari, et ensuite s'est proprement évanouie. Du ciel bleu, bien entendu, ajouta-t-il. Le comble, reprit son épouse, c'est que Miss Carstairs, qui était censée l'avoir recommandée, n'en avait jamais entendu parler. Tout le monde se regarda. C'est une histoire bien mystérieuse, remarqua le docteur Lloyd. On peut faire des suppositions, mais quant à deviner, il secoua la tête. « Mr. Pritchard a-t-il épousé Miss Instow ?» demanda alors Miss Marple de sa voix douce. « Pourquoi cette question ?» dit Sir Henry, étonné. Miss Marple ouvrit ses gentils yeux bleus. « Mais parce que cela me semble important, se sont-ils mariés ?» Le colonel Bantry secoua la tête. Nous nous attendions à quelque chose de ce genre, mais cela fait 18 mois maintenant. Je crois qu'ils ne se voient même plus. C'est important, dit Miss Marple, très important. Vous pensez donc comme moi, s'écria Mrs. Bantry. Vous pensez que... Allons, Dolly, fit son mari.
Ce que vous allez dire est injustifiable. Vous ne pouvez pas accuser les gens sans l'ombre d'une preuve. Ne soyez pas si masculin, Arthur. Les hommes hésitent toujours à dire quoi que ce soit. De toute façon, tout cela reste entre nous. Il m'est venu l'idée extravagante que peut-être, je dis bien peut-être, Joan Instow se serait déguisée en diseuse de Bonaventure. Pour plaisanter, sans mauvaise intention, entendez-moi bien. Mais supposons qu'elle l'a fait, et que Mrs. Pritchard a été assez stupide pour mourir de frayeur. N'est-ce pas ce à quoi pensait Miss Marple? Non, ma chère, pas exactement. Voyez-vous, si je voulais tuer quelqu'un, ce qui, bien entendu, ne me viendrait pas une seconde à l'esprit parce que c'est très mal, et que, par ailleurs, je répugne à tuer même les guêpes, et pourtant, je sais bien qu'il faut le faire, et je suis sûr que le jardinier le fait de la façon la plus humaine possible. Voyons, où en étais-je? Si vous vouliez tuer quelqu'un... Ah oui, eh bien, en ce cas, je ne compterais pas sur la seule frayeur. Je sais bien qu'on nous raconte souvent que des gens en sont morts, mais c'est un moyen très aléatoire, et les gens les plus nerveux sont infiniment plus courageux qu'on pourrait le croire. Je préférerais quelque chose de sûr et certain, reposant sur un plan soigneusement conçu. Miss Marple, vous me faites peur, s'exclama Sir Henry. J'espère que vous n'aurez jamais envie de vous débarrasser de moi. Vos plans risqueraient d'être trop parfaits. Miss Marple lui jeta un regard de reproche. Je croyais avoir fait comprendre que je ne songerais jamais à commettre pareille vilainie. Non, je tentais simplement de me mettre à la place d'une certaine personne. Voulez-vous dire George Pritchard? Demanda le colonel Bantry. Je ne croirais jamais ça de George, bien que même l'infirmière en soit convaincue. Je l'ai vue un mois plus tard, au moment de l'exhumation, et elle ignorait comment la chose avait pu se faire et se refusait d'ailleurs à en parler, mais elle tenait George pour responsable en quelque sorte de la mort de sa femme. Elle en était certaine. Ma foi, risqua le docteur Lloyd, peut-être n'avait-elle pas tout à fait tort. Les infirmières savent la plupart du temps. Elles ne peuvent pas le dire. Elle n'a pas de preuves. Mais elle sait. Sir Henry se pencha en avant. Allons, Miss Marple, vous voilà perdue dans vos pensées. Ne voulez-vous pas nous les confier? Miss Marple sursauta et rosit légèrement. Veuillez m'excuser. Je songeais à notre infirmière régionale. Un problème bien difficile. Plus difficile que celui du géranium bleu? En fait, tout dépend des primes verts. Mrs. Bantry nous a dit qu'elles étaient jaunes et roses. Si c'en était une rose qui a viré au bleu, tout colle parfaitement. Mais si c'en était une jaune... C'était une rose, précisa Mrs. Bantry. Elle avait les yeux fixés sur Miss Marple, comme tous les autres. Alors tout semble concorder. Et la saison des guêpes, et tout le reste, et aussi le gaz, bien entendu. Cela vous rappelle, j'imagine, d'innombrables tragédies villageoises? Pas des tragédies, et certainement rien de criminel, mais cela me fait un peu penser aux ennuis que nous avons avec notre infirmière régionale. Après tout, les infirmières sont des êtres humains, et obligées comme elles sont de se conduire avec une correction exemplaire, de porter des cols inconfortables, étant précipitées dans les familles... Ma foi, trouvez-vous étonnant qu'il arrive parfois des choses? Sir Henry entrevit une lueur. Vous voulez parler de Miss Carstairs? Oh non, pas de Miss Carstairs, de Miss Coupling. Voyez-vous, elle s'était déjà trouvée là auparavant et en rapport avec Mr. Pritchard, dont vous dites qu'il est très séduisant. Elle a dû penser, la pauvre petite... Bon, inutile de remuer tout ça. Je pense qu'elle ignorait l'existence de Miss Instow, et bien sûr, quand elle l'a découverte, elle s'est retournée contre lui et a essayé de lui faire tout le mal possible. Bien entendu, c'est surtout la lettre qui l'a trahi, non? Quelle lettre?
Eh bien, celle qu'elle a écrite à la diseuse de Bonaventure à la demande de Mrs. Pritchard. La diseuse de Bonaventure est arrivée, soi-disant, en réponse à cette lettre, mais on a découvert ensuite que cette personne était inconnue à cette adresse. Cela montre que Miss Copling était mêlée à l'affaire. Elle était seule à prétendre avoir envoyé cette lettre. De là à penser que c'était elle la diseuse de Bonaventure. Oh, j'avais complètement négligé cette lettre, admit Sir Henry. Et bien sûr, c'est un point de la plus haute importance. C'était une démarche bien audacieuse, poursuivit Miss Marple. Mrs. Pritchard pouvait la reconnaître en dépit de son déguisement. Encore que, en ce cas, l'infirmière pouvait prétendre avoir voulu lui faire une farce. Qu'aviez-vous à l'esprit quand vous avez dit que, à la place d'une certaine personne, vous n'auriez pas compté sur la seule frayeur? Demanda Sir Henry. C'est un moyen dont on ne peut pas être sûr. Non, non. Je pense que les menaces et les fleurs bleues, si vous me permettez d'utiliser un terme militaire, étaient du pur camouflage, dit-elle avec un petit rire gêné. Et le vrai moyen? Je sais bien que chez moi les guêpes sont une obsession, dit Miss Marple d'un ton d'excuse. Ces pauvres choses qu'on détruit par milliers en général par un beau jour d'été. Mais je me rappelle avoir pensé, quand je voyais le jardinier mélanger dans une bouteille du cyanure de potassium et de l'eau, combien cela ressemblait à des sels. Si on substituait cette préparation au contenu d'un flacon de vrai sel. Oui, vous dites d'ailleurs qu'on a retrouvé le flacon à portée de sa main. Mr. Pritchard est allé au téléphone appeler le médecin, l'infirmière a remis le vrai flacon à la place, et elle a ouvert légèrement le gaz afin de masquer l'odeur d'amandes amères propre au cyanure, et pour le cas où quelqu'un se sentirait mal. Et j'ai toujours entendu dire qu'à condition d'attendre assez longtemps, le cyanure ne laissait aucune trace. Bien sûr, je peux me tromper, le flacon contenait peut-être tout autre chose, mais cela n'a pas beaucoup d'importance, n'est-ce pas? Miss Marple s'arrêta un peu essoufflée. « Mais le géranium bleu et les autres fleurs ?» demanda Jane Ellier. « Les infirmières ont toujours avec elles du papier de tournesol, non? Pour, ma foi, certains tests, ce n'est pas un sujet très agréable, inutile de s'appesantir. J'ai moi-même donné des soins. » Elle rosit délicatement. Le bleu vire au rouge sous l'action des acides et le rouge au bleu sous l'action des alcaloïdes. Quoi de plus facile que d'enduire une fleur rouge de pâte de tournesol près du lit, bien sûr. Quand la pauvre femme respirait ces sels, les vapeurs d'ammoniac la faisaient virer au bleu. Remarquablement ingénieux. Évidemment, le géranium n'était pas bleu quand il fit irruption dans la chambre la première fois, on ne le remarqua qu'après. En opérant la substitution des flacons, l'infirmière a dû tenir une minute le flacon de sel ammoniaqué contre le papier peint. « On dirait que vous y étiez, Miss Marple, » remarqua Sir Henry. « Ce qui me tracasse, c'est ce pauvre Mr. Pritchard et cette charmante Miss Instow. Ils ont dû se soupçonner l'un l'autre et se tenir à distance, alors que la vie est si courte. » Elle secoua la tête. « Rassurez-vous, » déclara Sir Henry. « En fait, j'ai un atout dans ma manche. On a arrêté une infirmière qui est soupçonnée d'avoir assassiné un vieux malade qui l'avait faite son héritière. Elle aurait substitué du cyanure de potassium à des sels. Miss Copling a employé encore une fois le même truc. Mr. Pritchard et Miss Instow ne pourront plus avoir de doute. »« N'est-ce pas merveilleux ?» s'écria Miss Marple. « Je ne parle pas du nouveau meurtre, bien sûr. C'est très triste, cela montre bien toute la méchanceté qui court de par le monde, et que si l'on y cède une fois... Mais cela me rappelle que je dois terminer ma conversation avec le docteur Lloyd à propos de l'infirmière du village. »